Bonjour à tous, il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Ce sera l'un des grands rendez-vous de la planète. À quelques jours de l'ouverture officielle de la 30e conférence des partis sur le climat à Belém au Brésil, le chef d'État, les chefs d'État et de gouvernement affûtent leur position. La Côte d'Ivoire, représentée par son ministre des Affaires étrangères, y réaffirme son engagement dans la lutte contre les changements climatiques. Elle transforme, elle crée, elle innovent. De plus en plus de femmes s'imposent dans le secteur de l'artisanat. Entre ateliers, marchés et petites entreprises, elles redéfinissent les codes d'un milieu longtemps dominé par les hommes. Quelles sont leurs ambitions, leurs défis et la stratégie mise en place pour les accompagner? Éléments de réponse à suivre. Et puis, la Syrie amorce un tournant politique majeur. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de lever les sanctions visant le président par intérim, Ahmed al-Shara, ouvrant ainsi une nouvelle ère après l'ère Assad. Cette décision traduit la reconnaissance des efforts du nouveau pouvoir en faveur de la lutte contre le terrorisme et de la stabilité régionale. Avant même l'ouverture officielle des travaux ce lundi 10 novembre, les chefs d'État et de gouvernement ont posé les bases du dialogue climatique mondial à Belém, au Brésil. La Côte d'Ivoire, représentée sur place par le ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé sa détermination à réduire l'impact du changement climatique sur son économie et ses populations. Un avant-goût d'une conférence décisive pour la planète et pour les pays africains les plus exposés. Grace Kando et Adam Sangaré sont à Belém pour RTI 1. Leur reportage à suivre ce soir dans le 20h. Ici à Abidjan, instant de recueillement et d'émotion à la caserne d'Agban, le sous-lieutenant Lassina Clénon Daniogo, tombé en mission, a reçu les honneurs de la nation. Un héros dont le courage et le sens du devoir rappellent le prix du sacrifice pour la patrie. Drapeau national plié, décoration posthume et larmes de reconnaissance ont ponctué cette cérémonie solennelle. Au nom du président de la République, sous-lieutenant Daniogo Clénon Lassina, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. À la place d'armes de la caserne d'Agban à Abidjan, cette sonnerie aux morts laisse sans voix parents, amis, collègues et commandements de l'armée. Il s'agit de la cérémonie militaire d'hommage national au sous-lieutenant Lassina Clénon Daniogo, tombé au champ d'honneur. Il a perdu la vie lors d'une mission de sécurisation le 20 octobre dernier sur l'axe Agboville-Grand Yapo. C'était un gendarme exemplaire avec 23 années de service sans sanction disciplinaire. Avec une constance exemplaire. Chaque mission qu'il a accomplie, chaque groupe ou peloton qu'il a commandé, chaque vie qu'il a protégée témoigne de sa volonté de servir sans compter, avec courage et opiniâtreté. Par son courage et son abnégation, le sous-lieutenant Daniogo nous rappelle que la paix et la sécurité dont jouit notre nation ont un prix, celui du sang versé par des femmes et des hommes qui chaque jour se lèvent pour protéger les autres. Mais loin d'être une perte vaine, sa mort éclaire la voie de ceux qui continuent à servir. Ainsi, il laisse à la gendarmerie nationale un legs mémoriel d'une puissance rare, celui du sens absolu du devoir et de l'amour sacrificiel pour la patrie. Adieu, chers frères dames, adieu. Adieu, mon lieutenant. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, procède à la remise du drapeau national aux représentants de la famille du défunt. Né le 23 janvier 1980 à Ouagadougou, feu le sous-lieutenant Lassina Clénon Daniogo est père de 5 enfants. Il sera inhumé le vendredi 7 novembre 2025 à Diamankani, dans la sous-préfecture de Tengrela.
De la rigueur dans les rangs militaires à celle exigée dans la gouvernance locale. La Direction générale de la décentralisation et du développement local mise sur la transparence budgétaire. À travers un atelier à Cocody, les collectivités territoriales sont formées à mieux outiller, à mieux maîtriser les outils de contrôle et de suivi des budgets 2026. Durant 3 jours, élus locaux, directeurs, chefs de services financiers et directeurs généraux d'administration renforcent leurs capacités en matière de préparation et de contrôle des budgets. Cet atelier va nous permettre à terme d'être plus efficaces dans l'élaboration de nos documents budgétaires. Ça va nous permettre donc de mieux débuter les années, donc élaborer le budget primitif à temps et bien sûr à terme de pouvoir engager tous les projets d'investissement dans un délai raisonnable. Nous avons été renforcés d'abord sur le programme de travail annuel, ensuite sur les différentes étapes et le calendrier de la budgétisation, de la programmation. Cela nous renforce davantage sur ce processus et avec la possibilité d'avoir des budgets acceptés et validés sans réserve. De nouveaux outils pour l'élaboration et le suivi du budget primitif 2026, conformément aux exigences de la tutelle. Il était bon qu'on sensibilise les acteurs pour l'appropriation des mécanismes de contrôle, de sorte que les collectivités elles-mêmes s'autocontrôlent et que les documents qui nous parviennent pour approbation le soient de façon expurgée de toutes les insuffisances. La Direction générale du développement des collectivités locales trace ainsi la voie d'une gestion budgétaire moderne et responsable où chaque collectivité devient un maillon fort du développement territorial. Un reportage de Christian Kouakou, Régis Kofi, Moussa Traoré et Williams Begré. On en vient à présent à la main créatrice. Place à ces femmes qui façonnent l'avenir de l'artisanat ivoirien. Ces femmes battantes qui réinventent notre artisanat avec talent et audace. Elles martèlent, elles tissent, façonnent et transforment, prouvant que la passion peut devenir moteur économique. Elles innovent et s'affirment dans un secteur longtemps dominé par les hommes. Sur les marchés, dans les garages ou les ateliers, elles prouvent que le talent n'a pas de genre, mais leur ascension reste semée d'embûches. Financement, reconnaissance, conditions de travail. On voit cela maintenant dans ce dossier inspirant signé Michel Digré. Centre artisanal d'Abidjan, le marché à ciel ouvert est une vitrine du riche patrimoine artistique ivoirien. Parmi les artisans, l'on retrouve des femmes qui exposent leur savoir-faire. Ces poupées sont pour des brosses à cheveux, pas de dentifrice. On peut aussi mettre les brosses même à dents. Les touristes sont séduits par les articles proposés. On voit beaucoup de femmes qui font du tissu, qui font des objets de cuisine. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'applications dans ce qu'elles font. Elles m'ont plu tout de suite parce qu'elles sont vraiment très belles, elles ont des couleurs magnifiques. Et la réalisation est de qualité, ça se voit tout de suite. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des femmes artisanes? Là, ça fait très plaisir de voir une femme qui produit et qui se débrouille pour réussir seule et pour transmettre son talent, son art comme ça, c'est très émouvant. Ça fait du bien d'avoir les clients touristes et surtout que quand ils s'en vont, ils utilisent et qu'ils reviennent, ils vous envoient des bonnes nouvelles pour dire que j'avais offert, ça a été apprécié et là vraiment ça fait du bien. Elles sont de plus en plus nombreuses, les femmes qui excellent dans l'artisanat. Certaines sont passées à une vitesse supérieure, à savoir l'industrialisation de leur production. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que tu produis aujourd'hui? Je suis en train de produire de l'ananas à la citronnelle. Okay. Donc j'ai fait infuser la citronnelle et maintenant j'ai mixé l'ananas. Donc je suis en train de tamiser. Ce parcours, c'est 2018, développement de produits de boissons à base de cajou. 2022, j'intègre la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire et j'ai ma première médaille d'or avec les différentes boissons que je propose. 2023, j'ai une autre médaille d'or avec la crème fraîche de cajou. Innover et exporter les produits made in Côte d'Ivoire,
C'est le défi que veulent relever les artisanes ivoiriennes. Viviane Kwame, maître chocolatier, de retour d'un atelier aux États-Unis, partage son expérience. Les Américains que j'ai rencontrés à Boston, plus précisément à l'université de Harvard, étaient très impressionnés parce que quand on parlait du cacao, il y a quelques années, on ne parlait que de la culture. Et aujourd'hui, on arrive à conjuguer culture de cacao et transformation. Et leur montrer qu'on transforme de qualité, parce que j'ai obtenu plusieurs prix à l'international, ça montre qu'on est à la hauteur de l'avenir du cacao. On est à la hauteur dans le domaine de la transformation. Et on peut parler de transformation aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'artisanat, les femmes doivent constituer l'épine dorsale de ce secteur. L'artisanat ivoirien doit se moderniser, tant en termes d'outils de production. C'est vrai qu'on utilise essentiellement la main, mais on doit pouvoir associer des outillages qui vont nous permettre de non seulement de produire plus, mais également des produits de qualité. L'artisanat également doit pouvoir également se vendre à travers les réseaux numériques. Donc la digitalisation, pouvoir être capable de vendre un produit artisanal qui est fait pour les artisans de Guaraniéré, pouvoir le vendre à Abidjan, le vendre en dehors de la Côte d'Ivoire. Et c'est tout cela le sens de la digitalisation, c'est tout ça le sens de la modernisation. Et c'est en cela que nous avons mis la femme au cœur de cette transformation parce qu'elle joue un rôle majeur. La femme au cœur de la transformation de l'artisanat, même dans les métiers qui seraient la chasse gardée des hommes. Depuis petite, j'aimais tout ce qui était métier homme. Après le BEPC, quand je suis arrivée en seconde, en allant en première, j'ai préféré aller dans un lycée technique. Et c'est mon père qui a demandé, est-ce que tu peux faire la mécanique? Je lui ai dit oui, je peux. Il dit, tu es sûr? J'ai dit oui, je peux. Et puis, je me suis lancée là-dedans. À cause de ce que je suis femme, que les clients viennent même chez moi. Ils viennent comme ça. Ils ont beaucoup plus confiance en la femme. Oui, ils ont beaucoup plus confiance en la femme en tout cas. Quand ils ont leur véhicule avec moi, ils n'ont pas de stress, rien. On voit aujourd'hui des femmes maçons, on voit aujourd'hui des femmes mécaniciens, on voit aujourd'hui des femmes qui, dans le secteur du bois, on voit les femmes, en tout cas dans tous les secteurs qui étaient réservés aux hommes. Et nous sommes très satisfaits de l'émergence que prend la participation du genre au secteur de l'artisanat. Toutefois, ces femmes disent avoir besoin d'un accompagnement étatique. Aujourd'hui, la mécanique évolue. Donc vraiment, nous avons vraiment besoin du matériel, du financement pour aider nos jeunes frères qui rentrent, pour apprendre avec nous, pour demain, eux aussi vont profiter pour se nourrir. Pour le ministère de tutelle, les femmes sont une priorité. Mieux, tout est mis en œuvre par l'État pour redynamiser le secteur. Nous travaillons à ce que ce secteur également continue d'attirer le maximum de personnes parce que les artisans d'aujourd'hui, demain, peuvent être des champions nationaux des différents pays. On est artisan aujourd'hui, on est en micro-entreprise, demain on est une moyenne entreprise, on est une PME, on est une grande entreprise, etc. L'artisanat occupe plus de 30% de la population active et contribue à hauteur de 19,5% au PIB. Les femmes s'imposent dans le secteur de l'artisanat. Un joli reportage de Michel Digré, chef du service politique de RTI. Et quand l'effort se transforme en épuisement, le corps finit par tirer la sonnette d'alarme. La fatigue chronique, le stress et le manque de sommeil affectent aujourd'hui la productivité et la santé mentale. La baisse de performance touche toutes les générations. Nos modes de vie effrénés pèsent lourdement sur le corps et l'esprit jusqu'au burn-out, parfois silencieux. Comment prévenir cette spirale et retrouver son énergie durablement? Nos équipes ont recueilli les conseils d'experts et de médecins pour comprendre et agir. Alexis Ouedraogo. Vous arrive-t-il de vous réveiller épuisé malgré une longue nuit de sommeil? Deux fois, sans grands efforts, quand je dors, je me réveille, je suis tellement fatigué. Quand je ne dors pas vite, je me réveille un peu fatigué. Vendredi passé, je suis allé me retrouver à l'hôpital. J'ai fait les soins, mais la fatigue est encore toujours là. Irritabilité, baisse de la concentration et de la mémoire, la fatigue chronique et la baisse de performance sont aujourd'hui de véritables problèmes de santé publique. Il y a des causes physiques
des causes psychologiques et des causes médicales. On va commencer par les causes physiques. Il y a une activité physique intense, un manque de sommeil. Du côté psychologique, les causes, on a l'angoisse, on a l'anxiété, on a le stress, surtout à la phase d'épuisement, et on a une charge mentale qui est quand même élevée. Le côté médical, on a des infections, on a des anémies, des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, qui sont les causes de fatigue. L'on distingue deux types de fatigue. Celle aiguë, généralement passagère, la fatigue chronique, l'asthénie, qui ne s'améliore pas même avec du repos. On a une difficulté à se concentrer, on a un trouble du comportement, un trouble de la mémoire, on peut même avoir un burn-out. Avec le stress, la charge mentale, la sédentarité, les écrans et leur lumière bleue, le déséquilibre alimentaire est aussi indexé. Et il faut manger quand besoin se fait sentir. Mais pas à chaque fois parce que peut-être j'ai prévu manger à 13h, j'ai pas faim, je vais chercher à me remplir le ventre maintenant. Temps de travail, temps de récupération et alimentation. Si vous ne récupérez pas, que vous vous entêtez à travailler sans chercher à prendre une période de pause, le corps va vous amener des signaux pour vous faire comprendre qu'il y a problème. Retrouver sa vitalité passe par une approche holistique et progressive. C'est de pouvoir faire le break dans les occupations quotidiennes, dans le travail. Il faut stopper un peu par moment. On évite la viande rouge, on privilégie le poisson qui est riche en oméga 3 comme le maquereau, le thon, le saumon. On boit beaucoup d'eau. On fait une activité sportive mais qui est douce, c'est-à-dire la marche. On peut avoir une activité qui nous libère, écouter la musique. Voilà des activités qu'il faut faire. En rééquilibrant les piliers fondamentaux que sont le sommeil, l'alimentation, le sport et la bonne gestion du stress, il est possible de retrouver énergie et efficacité. Il est surtout bon de se rappeler que le repos n'est pas une perte de temps, mais un investissement pour votre santé physique et mentale. Alexis Ouedraogo, grâce à Abigail Quadio et Joël Mambo signaient ce reportage. La formation professionnelle, pilier de l'emploi jeune, était à l'honneur au lycée technique d'Abidjan Cocody. Ils sont 104 apprenants du centre d'Aïkine à recevoir leur diplôme après une formation de pointe dans les métiers du froid et de la climatisation. Une étape vers l'autonomie et l'insertion réussie pour ces jeunes formés à l'excellence. Reportage Jean-Marc Djadji, collaboration technique, Joël Gomez. 104 apprenants du centre de formation par apprentissage CEFA réceptionnent leur certificat de qualification professionnelle. Formés dans les filières froid et climatisation, ils sont aptes à être insérés dans la vie active. Une initiative du partenaire japonais Daikin, supervisée par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Durant ces formations, ils ont appris à maîtriser les fondamentaux du froid industriel, à effectuer les installations, à diagnostiquer les pannes et à assurer la maintenance dans le respect des normes de sécurité. Cette cérémonie de remise de diplômes pour nos apprentis marque l'aboutissement d'un parcours exigeant. C'est un parcours jalonné d'intenses efforts, de persévérance et d'importants engagements personnels. Ce projet de formation dans les métiers d'installateur dépanneur en froid et climatisation s'inscrit dans le cadre des activités de l'école de la deuxième chance, un programme de masse conçu pour offrir une nouvelle trajectoire professionnelle à de nombreux jeunes diplômés sans emploi, déscolarisés ou en difficulté d'insertion, selon le ministre de tutelle, Kofi Nguessan. Les jeunes participent ici, recrutés, suivent 25% de cours en théorie et 75% dans les entreprises partenaires. Ce qui fait qu'au bout de 4 mois, ils sont tout à fait outillés pour aller sur le marché du travail. On va l'étendre au froid automobile, au froid industriel et créer aussi dans l'avenir d'autres centres à l'intérieur du pays. L'on enregistre au total, depuis 2024, 122 apprenants organisés en 5 cohortes. Ils sont issus de la Côte d'Ivoire et de différents pays de la sous-région, notamment de la Guinée-Bissau, qui présente le plus fort contingent sous-régional avec 10 apprentis.
La Syrie tourne une page de son histoire politique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé les sanctions contre le président par intérim Ahmed al-Shara, symbole d'une nouvelle ère post-Assad, une décision qui marque la reconnaissance d'un engagement affiché contre le terrorisme et pour la stabilité régionale. Tension en mer des Caraïbes, une frappe américaine a détruit un navire soupçonné de narcotrafic, faisant 3 morts. Washington justifie ses attaques par la lutte contre des gangs qualifiés de terroristes, mais la légalité de ces opérations interroge. Une nouvelle escalade donc dans la stratégie de fermeté du président américain. Place à présent au JT des Sports. JT présenté ce 7 novembre par Jean-Sylvain Esso. Bonjour Jean-Sylvain. Bonjour Hamza. Alors, Ligue des champions féminines CAF, quelles sont les principales armes de la SEC Mimosa? Écoutez, avant donc de répondre à la question, on va suivre d'abord cet élément que nous propose Véronique Conan relativement donc à la première participation donc à l'équipe de la SEC Mimosa dans cette compétition de la LDC féminine. Vainqueur des phases finales des éliminatoires de la zone UFOA B, l'équipe féminine de la SEC Mimosa participe pour la première fois à cette phase des finales de la Ligue des champions féminines CAF. Logées dans la poule B, les Mimos disputeront leur premier match le 9 novembre face au tout-puissant Mazembe, championne en titre, où évolue leur compatriote Creto Priscille. Le 12 novembre, elles affronteront le JKT Queens de la Tanzanie avant de boucler la phase de poule le 15 novembre contre Gaborone United Ladies du Botswana. Des défis que le coach Traoré Siaka et ses filles entendent relever. Avec les hommes, avec la SEC, j'ai joué la Coupe CAF, la phase de poule de la Coupe CAF. Aujourd'hui, avec les filles, j'ai fini champion l'année dernière et cette année, je vais encore jouer la Ligue des champions avec les filles. Vraiment, je suis quelqu'un vraiment très chanceux. La Ligue des champions féminines de la CAF regroupe les 8 meilleures équipes africaines. Et pour la SEC Mimosa, cette participation est une occasion de renforcer la visibilité du football ivoirien. Alors, quelles sont les chances de notre cher ASEC Mimosa? Écoutez, Traoré Siaka Gigi est la première donc, force de la SEC Mimosa. Quand on parle de Gigi, il faut savoir qu'il a disputé, comme il a dit dans l'élément, la C de la Coupe de la Confédération. Il a disputé également des matchs de la Ligue des Champions. Il a réalisé donc de belles performances avec la SEC Mimosa. Il aime les belles pelouses. Et quand on parle de la belle production du jeu de la SEC Mimosa, version féminine, c'est grâce à Traoré Siaka Gigi. On espère tout simplement qu'il va marcher dans les pas donc, de sa saison 2016 où il avait battu le national Al Ahly d'Égypte qui reste le club le plus titré au niveau donc, de la Ligue des champions masculines avec la SEC Mimosa. Le Al Ahly à l'époque avec les Egazi, avec des joueurs comme les Emad Moutab, il s'était imposé 2-1 et on espère tout simplement que Traoré Siaka Gigi sera gagné donc par cette même réussite. À côté de Gigi qui est l'entraîneur, on le rappelle, qui fait partie des meilleurs entraîneurs, sinon des 10 nommés donc pour le titre du meilleur entraîneur du foot féminin cette saison. On a ces 2 attaquantes, Abibou et Ami Diallo, qui avaient été étincelantes lors des qualifs, auteurs donc de 3 réalisations chacune. D'accord. Et l'élément suivant? L'élément suivant, on va parler donc de la CAN U17 de football qui se déroule en ce moment au Qatar. Si des nations comme l'Afrique du Sud, le Mali... Le mondial U17. Le mondial U17, pardon. Le mondial U17 où notre équipe nationale donc, est également engagée. Et après donc, sa contre-performance 4-1 lors de la première sortie face à la Suisse, eh bien, l'équipe nationale affrontera ce vendredi même, dans quelques heures seulement, l'équipe du Mexique, les forces des différents pays africains engagés dans cette compétition, dans cet élément, avec Arsène Kouassi. La Coupe du monde des moins de 17 ans bat son plein au Qatar et les équipes africaines connaissent des fortunes diverses. Le Maroc quitte déjà la compétition après une lourde défaite 6-0 face au Portugal. Un véritable récital portugais avec un doublé signé Mide Mateus. 2 réveils en 2 matchs pour les Lionceaux de l'Atlas, synonyme de l'élimination. La Tunisie, elle, s'incline 1-0 contre l'Argentine après son carton 6-0 face aux Fidji. Avec 3 points, les Aiglons du Qatar joueront leur qualification face à la Belgique, également victorieuse des Fidji 7-0. Un choc décisif pour la suite du tournoi. L'Afrique du Sud arrache un nul, un but partout face au pays autre, le Qatar. Yazan Mohamed ouvre la marque pour les Qataris avant qu'Émile Huitbois ne rétablisse la parité pour les Sud-Africains. Un point qui maintient les jeunes Bafana dans la compétition avant un dernier test face à l'Italie. Le Sénégal, lui, confirme ses ambitions. Victoire 1-0 contre le Costa Rica grâce à Al-Wali Kamara. Avec 4 points, les Lionceaux sont bien partis pour les 8e.
Même réussite pour l'Égypte, l'âge vainqueur d'Haïti 4-1 et pour la Zambie qui s'impose 3-1 contre l'Indonésie pour le compte de leur première sortie. En revanche, démarrage raté pour la Côte d'Ivoire battue 4-1 par la Suisse. Hubert Yao et ses coéquipiers devront impérativement réagir cet après-midi face au Mexique pour rester en vie dans ce mondial des cadets. Alors Jean-Sylvain, les éléphants peuvent-ils battre le Mexique? Oui. Et quelles sont les équipes favorites même à ce mondial? Écoutez, à ce mondial, là, vous avez une nation comme le Mexique qui, sur ses 6 dernières participations, a réussi quand même à jouer le deuxième tour. Il se trouve que le Mexique est le deuxième adversaire de la Côte d'Ivoire dans cette campagne-là. C'est donc une finale pour nos éléphantos qui vont affronter le Mexique à partir donc de 14h45. Et une finale ne se joue pas, on a coutume de le dire, une finale se gagne. Les éléphants pourront remporter ce match si et seulement s'ils parviennent à gommer les lacunes du match aller et s'ils bénéficient donc du réalisme de leur fait des lances de la CAN U17 à savoir donc Alino qui a disputé 45 minutes et qui a touché peu de ballons lors de la première sortie des éléphants. Un mot sur la Ligue 2. Oui, la 11e journée de cette Ligue se jouera ce week-end dans la poule A. Le leader Adiaké accueillera donc ce samedi à 15h30 l'US Fermier. Le dimanche, le CO Boisflé 11e sera face donc à l'actuel 10e Lanfiara. Match à suivre sur les antennes de la 3 à 18h dans la poule B. Le leader Atlantis de Dimbokro se rendra au Champro pour affronter l'équipe donc de leader de Makori. L'Africa 10e au classement accueillera le dimanche à 18h l'Espérance d'Issia et puis Hamza. L'actualité dominante de l'Africa Sport d'Abidjan, c'est l'élection du nouveau président du club prévu le dimanche 9 novembre. Peut-on encore parler de crise à l'Africa? Oui, Hamza, parce que depuis 2 semaines, certains membres actifs ont exprimé leur mécontentement. Ils estiment que tout simplement le président Kouyotea Narcisse veut fabriquer un nouveau roi pour sa succession. Ils ont même traduit le président Kouyotea Narcisse donc en justice et l'institution veut utiliser la procédure de référé d'heure à heure, qui est une procédure d'urgence en justice. Et là même sur ce plateau, dans quelques heures seulement, on aura la décision, le verdict donc de la justice ivoirienne, à savoir si l'élection sera donc reportée ou si on aura cette élection-là prévue à la date indiquée. Affaire à suivre dans quelques heures seulement. Quelques heures seulement. Sinon quelques minutes parce que nos équipes de reportage sont déjà sur les sites. Ils sont sur place. RTI Sport, la direction des sports de RTI. Merci beaucoup. Merci Jean-Sylvain Risso. Merci beaucoup. Et on se retrouve vendredi prochain où vous laisserez votre place. À Samuel Metch. À Samuel Metch. Merci beaucoup. Et on va terminer ce journal par cette information. Le préfet d'Abidjan qui rappelle à l'ordre les acteurs politiques. Dans un communiqué rendu public, il invite le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à renoncer à sa marche annoncée pour le 8 novembre à Cocody, une initiative jugée contraire à l'arrêté interministériel du 17 octobre. On écoute. Par correspondance en date du 4 novembre 2025, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, porte à la connaissance du préfet d'Abidjan l'organisation le 8 novembre 2025 à Abidjan d'une marche de protestation dans la commune de Cocody. Le préfet d'Abidjan rappelle qu'au terme de l'arrêté interministériel numéro 0755/ministère de l'Intérieur et de la Sécurité /ministère d'État, ministère de la Défense en date du 17 octobre 2025 de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les meetings et manifestations publiques des partis et groupements politiques, à l'exception de ceux qui s'inscrivent dans le cadre de la participation au processus électoral relatif à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025, sont interdits sur toute l'étendue du territoire national pendant une période de 2 mois à compter du 17 octobre 2025. En conséquence, le préfet d'Abidjan invite instamment les organisateurs de cette marche à se conformer aux termes du dit arrêté, dont la violation constituerait une défiance à l'autorité de l'État et pourrait occasionner des troubles à l'ordre public, prévus et sanctionnés par les lois en vigueur. Le préfet de région, préfet du département d'Abidjan, sait pouvoir compter sur le sens du civisme de tous et de chacun pour garantir la quiétude et la tranquillité publique dans le département d'Abidjan. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain samedi à 13h et retrouvez ce JT sur toutes nos plateformes digitales.